Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison de Smart Tech avec des nouveautés. On va d'abord se mettre à jour sur les nouveaux règlements très nombreux qui arrivent du côté de l'Union européenne et qui vont changer ce paysage du numérique. On va commencer avec le sujet du transfert des données entre l'Union européenne et les États-Unis. Sujet hautement épineux, parfois un petit peu complexe. Alors j'ai convié une avocate à qui je poserai simplement 3 questions pour tout bien comprendre. Et puis, autre nouveauté, je vais vous solliciter beaucoup plus régulièrement sur les réseaux sociaux pour vous demander quelles sont à vous vos interrogations sur un thème et un sujet précis qu'on reprendra en plateau avec des spécialistes pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, c'est le Data Act qui va nous intéresser. Il va créer un marché unique de la donnée, importer de nouvelles règles sur l'accès, le partage, la monétisation de ces data. Qu'est-ce que ça va changer très concrètement? Qui est-ce que ça concerne? Voilà notre sujet aujourd'hui. Et puis on terminera avec un point sur l'impact environnemental et sociétal de cette donnée. C'est parti pour Smart Tech. Donc on commence avec cette question du transfert de nos données vers les États-Unis. C'est Smart Tech saison 4 qui démarre. 3 questions à Corinne Thiérache. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associée au sein du cabinet d'avocats d'affaires Allerion. Vous assumez la responsabilité des départements droit, des technologies et du numérique et aussi de la propriété intellectuelle. On va parler ensemble de ce nouveau cadre légal qui a été adopté par l'Union européenne pour le transfert des données vers les États-Unis. On sait que les 2 précédents cadres qu'on appelait les boucliers pour nos données ont été annulés par la Cour de justice européenne pour non-conformité avec nos propres règles. Alors, on va peut-être rappeler d'abord ce qui coince précisément sur ce sujet. Où est la difficulté ? Oui, tout à fait. Il est important de se poser aujourd'hui pour savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on va et ce que normalement le nouveau texte est censé avoir corrigé. Les 2 précédents outils qui permettaient le transfert de données de ressortissants européens vers les États-Unis avaient 2 faiblesses. La première faiblesse, c'est qu'il n'y avait pas de principe de proportionnalité et de nécessité, si bien que les autorités gouvernementales américaines, les autorités notamment les services d'agences gouvernementales, pouvaient collecter des données sans limitation. Les services de renseignement américains. Notamment avec la législation, la FISA, etc. Et deuxième critique, qui était très très forte, c'était l'absence de recours réel, efficace, si la personne qui se voyait être victime d'une violation de ces données devait éventuellement pouvoir réclamer justice. Donc, on voit la complexité de ce sujet, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait changer les lois américaines pour être en conformité avec les nôtres. Mais bon, alors là, quelles sont ces nouvelles garanties qui sont apportées par les États-Unis dans ce nouveau cadre légal ? Alors, il faut bien noter que quand même l'invalidation du précédent bouclier, comme vous le rappeliez, donc, date déjà de juillet 2020. Donc, depuis juillet 2020, les acteurs économiques étaient en difficulté. Donc, si bien qu'il y a eu de fortes négociations. Alors, de l'époque de Trump, c'était pas facile, mais l'arrivée de Biden a facilité les choses. Il y a eu d'avoir un Executive Order Act qui est intervenu en octobre 2022, qui a permis donc de modifier la législation américaine. Et c'est dans ce contexte-là que le Data Privacy Framework est intervenu. Et il retouche 2 aspects de la législation américaine. D'une part, nous avons maintenant la garantie, en principe, que les autorités gouvernementales américaines appliqueront le principe de proportionnalité et de nécessité quand ils collecteront des données concernant les ressortissants européens. Et deuxième garantie, le fait que maintenant, il y a une nouvelle cour qui a été créée pour justement s'assurer du respect de la protection des données à caractère personnel. Alors, troisième, donc dernière question. On sait déjà qu'il y aura un nouveau recours, et puis avec la crainte qu'à nouveau, on se retrouve face à un manque de dispositif légal, finalement, pour encadrer ces transferts de données entre l'Union européenne et les États-Unis. Les entreprises nous disent, mais du coup, on est dans une insécurité juridique totale. Est-ce qu'on est dans une situation inextricable ou est-ce qu'il y a un moyen de se sortir de cette situation ? Alors déjà, ce nouveau dispositif ne s'applique pas à toutes les entreprises. Encore faut-il que ces entreprises américaines figurent sur une liste. C'est ce qu'on appelle l'auto-certification. C'était le même système pour le Privacy Shield précédemment. Donc ces entreprises doivent déjà s'auto-déclarer comme étant en conformité à la protection des données à caractère personnel du RGPD.
Et par ailleurs, il est important de dire que si ce système devait sauter à la suite d'une nouvelle action de Max Schrems, on appelle les dernières décisions Schrems 1 et Schrems 2, donc si on s'attend à avoir un Schrems 3 apparemment d'ici la fin de l'année, au début de l'année 2024, pour autant, il y aurait toujours l'executive order qui a été prononcé par l'administration de Joe Biden donc en octobre dernier, qui continuerait à s'appliquer, à savoir ces garanties de proportionnalité, de nécessité d'un côté et de création de la Cour. Simplement, les entreprises ne pourraient plus donc se reposer sur ce nouvel outil qui vient d'être créé depuis juillet 2023. Donc, ils devraient à nouveau avoir recours à ce qu'on appelle les autres garanties, c'est-à-dire ce qu'on appelle les BCR, ou les CCT, les clauses contractuelles type, ou toute autre garantie supplémentaire, y compris des garanties techniques. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, on n'a pas une sécurité juridique à 100% comme on pourrait l'espérer, mais on a quand même, si on prend plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, on avance. Merci beaucoup, Corinne Thierache, avocate associée au cabinet Allerion, responsable donc des droits des technologies du numérique et aussi de la propriété intellectuelle. Vous avez répondu très clairement à nos questions. À suivre dans Smart Tech, c'est l'heure de répondre cette fois à vos questions sur le Data Act. Alors l'Europe n'a sans doute jamais été aussi prolifique en matière de règlement sur le numérique. Le DSA, par exemple, entre en vigueur ce 25 août. Il est censé protéger davantage les utilisateurs sur les grandes plateformes. On a aussi le DMA qui va mettre les mains sur les règles anticoncurrentielles pour redresser les choses là aussi dans le numérique. Il y a également un règlement qui concerne la cybersécurité dont on parlera d'ailleurs dans une prochaine émission. Là, notre sujet, c'est le Data Act. Alors il est peut-être un petit peu moins populaire ce Data Act. En tout cas, c'est un accord important, politique, qui a été trouvé entre le Parlement européen et le Conseil européen cet été. On va voir à quoi il s'attaque, qui est-ce qu'il concerne. Pour répondre à toutes ces questions et à vos questions, puisque on vous a sollicité sur les réseaux sociaux de Bismart, eh bien, j'ai convié Thomas Courbe, directeur général des entreprises. Vous êtes donc chargé de mettre en œuvre la feuille de route du gouvernement en direction des entreprises. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Juste pour mémoire, la DGE donc, est placée sous l'autorité du ministère de l'économie, des finances, de la relance. Et elle élabore ses politiques publiques à l'intention de l'économie numérique notamment. En tout cas, c'est cette partie-là qui va nous intéresser. Avec vous, pour répondre aux questions sur les Data Act, Alain Garnier. Bonjour Alain. Bonjour. Président fondateur de Jamespot, une entreprise française qui est éditrice de solutions collaboratives professionnelles. J'imagine, entreprise en pleine croissance, Alain, en ce moment. Ah mais complètement. Ouais. Alors, on a encore plein de recrutements d'ailleurs. Allez, venez sur le site. Bon, solution fournie en mode SaaS, ça veut dire que vous, la question quand même du transfert des données, ça vous intéresse oui. Tout à fait directement. Et je précise qu'à titre personnel, eh bien, vous tenez maintenant votre chaîne Garnier A. On peut retrouver vos idées sur un blog, sur Twitch, un petit peu partout aujourd'hui sur les réseaux. Alors, première question que je voulais vous adresser, Alain, mais Thomas, évidemment, vous pourrez y répondre aussi. Est-ce que c'est un texte très attendu, ce Data Act, ou c'est un texte de trop ? Ah, moi je dirais que c'est plutôt un texte de clôture. C'est comme, c'est comme un troisième acte. C'est-à-dire, vous espérez que ce soit le dernier texte, alors ? On espère un peu. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'y perd un peu dans tous ces textes. Oui. Hein. C'est vrai que... Mais le problème était, il fallait tellement reprendre tout depuis la base. Internet et les data étaient un espace non régulé. Ou en tout cas, qui était régulé potentiellement avec les lois classiques, mais dont certains acteurs, voilà, on les appelle souvent les GAFAM, mais ça va bien au-delà de ça. En fait, ça fait un moment qu'ils passent par-dessus ces lois, et donc il fallait tout simplement remettre ça un peu en ordre. Alors après, il se trouve que l'Europe, c'est l'Europe, donc c'est lourd, c'est compliqué, c'est long. Mais moi, je dis souvent, j'ai un peu changé d'avis là-dessus, c'est puissant. C'est-à-dire que quand ça se met en route, on le voit avec le RGPD qui était le premier, le début du premier acte, aujourd'hui, ça fait des vrais effets. Ça fait d'ailleurs, ça a bloqué des positions qui avaient l'air faciles pour les GAFAM. Voilà, donc le Data Act, c'est un peu la fin de ça. Mais effectivement, est-ce qu'il était attendu ? Je pense que pour le grand public, pas tant que ça. Et pourtant... Pour l'écosystème autour des données, des objets connectés, peut-être un peu plus. Mais on va d'abord poser aussi la question à Thomas. Est-ce que selon vous, c'était un texte quand même important à mettre en œuvre ou encore un texte de trop ? Non, je pense que c'était un texte important, notamment pour créer un vrai marché de la donnée en Europe. Et ça nous manquait. Et ce texte va le permettre. Il va permettre de mieux répartir la valeur des données entre les différents acteurs, entre les utilisateurs qui produisent les données, les équipements
qui les génèrent, et puis d'autres entreprises tierces, et on espère beaucoup d'entreprises européennes, françaises, qui vont proposer des services à partir de ces données. C'est ça l'objectif principal du Data Act? Tout à fait. Le premier objectif... Créer ce marché unique autour de la donnée en Europe? Voilà, et permettre beaucoup plus que des entreprises, en particulier européennes, développent des services à partir de ces données. Alors, on a un exemple classique qui est la maintenance, le service après-vente sur un véhicule automobile, sur un robot industriel. On a besoin de ces données, et là, désormais, soit l'utilisateur pourra le faire lui-même par un accès aux données, soit il pourra demander à une entreprise tierce de faire ses prestations également parce qu'elle aura cet accès aux données. Et donc, ça génère potentiellement de l'activité, des innovations aussi, on espère, dans ce type d'activité, mais aussi dans beaucoup d'autres. Et on est encore au tout début et on espère que beaucoup d'innovations seront générées grâce à ce nouveau cadre. Alors, on a sollicité les internautes. Alors, ils étaient un petit peu en vacances, hein, c'était calme, mais j'ai quand même 3 questions. J'ai une question de Paul. Paul qui nous demande en fait quel est le lien avec les autres textes, justement, Data Governance Act, le DMA, le DSA. Comment ça s'articule, Thomas, en fait, toutes ces mesures qui sont prises au niveau européen ? Alors, pour être synthétique, le DMA, il déverrouille les marchés des services numériques, les marchés des messageries, du paiement en ligne, des moteurs de recherche qui étaient complètement verrouillés par ce qu'on appelle d'ailleurs des contrôleurs d'accès, oui. Qui sont notamment les GAFAM. Et ça, il interdit certaines pratiques anticoncurrentielles qui faisaient que, par exemple, un service français bien connu de paiement en ligne ne pouvait pas être installé sur certains téléphones parce que le constructeur de ce téléphone voulait réserver son service de paiement. Donc ça, c'est le déverrouillage des marchés numériques, c'est DMA. DSA, c'est le principe que ce qui est interdit hors ligne est interdit en ligne. Et donc, les contenus illicites sont interdits, et qu'il s'agisse des contenus illicites sur les réseaux sociaux, donc des contenus immatériels, les appels à la haine, la désinformation, ou des contenus illicites sur les places de marché, les produits interdits, les produits contrefaits. Donc ça, c'est DSA, c'est remettre de l'ordre, comme le disait Alain Garnier, des règles sur ce qui doit être interdit en ligne. Et puis, le Data Act et le Data Governance Act, d'ailleurs, est très lié. Qui est très lié, finalement. Et on peut prendre ça comme un ensemble. C'est ce qui va permettre, donc, cette meilleure circulation des données. Alors là, bien sûr, dans le Data Act, on parle des données industrielles, des données non personnelles, pour que ces données, comme on l'a dit tout à l'heure, soient beaucoup mieux utilisées. C'est ça un peu, on voit que c'est des objectifs différents. Et je voudrais revenir sur le point d'Alain Garnier tout à l'heure. Ces réglementations, je pense que c'est essentiellement, pour les entreprises européennes en tout cas, c'est des réglementations pro-business. C'est des réglementations qui ouvrent des marchés nouveaux, qui étaient inaccessibles de fait, j'ai cité un exemple tout à l'heure, aux entreprises européennes, et c'est des marchés qui deviennent accessibles. Donc je crois que c'est vraiment pas des réglementations de trop, c'est des réglementations qui vont créer de l'activité pour nos entreprises. Alain, vous êtes d'accord avec ça? C'est un règlement pro-business? Oui, je pense que oui. C'est vraiment pro-business aussi au sens d'arrêter, de bloquer ceux qui empêchent de faire du business. C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, le problème, l'exemple là sur le paiement, mais on pourrait donner plein d'autres exemples. Ce qui se passe, c'est que ce qu'on a vécu de 2000 à 2020, c'est que à partir du moment où une donnée appartenait à un GAFAM, vous ne pouvez plus, en tant qu'autre entreprise, y accéder finalement. Alors déjà, le RGPD avait un petit peu débloqué ça, mais on ne pouvait pas faire des services, par exemple, sur toutes vos photos Facebook, faire quelque chose là-dessus. Ah non, parce qu'elles appartiennent à Facebook. Les API étaient limitées, vous ne pouviez pas en faire trop d'appels. Et il suffit de voir, même ce qui est passé autour de Twitter. Twitter, par exemple, le fameux feu Twitter, même avant même que Elon Musk vienne mettre le bazar. Il y avait des API, il y avait énormément d'écosystèmes autour de boîtes qui avaient monté des trucs hyper intelligents autour de Twitter. Il y a un jour, les dirigeants actionnaires ont dit non, on va récupérer toute la valeur. Ils ont fermé les API. Tous ces services-là sont morts. Parce que les données n'appartenaient pas finalement et l'accès n'appartenait pas. Et donc ça, avec le Data Act, ce ne serait pas possible? Le Data Act va permettre d'ouvrir ça. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que quand je disais tout à l'heure que c'est une prise en tenaille, c'est qu'au fond, on a d'un côté le RGPD qui s'est intéressé de manière un petit peu obsessionnelle, mais c'était aussi peut-être la problématique de l'époque. Moi, il faut regarder ça avec des temps longs, encore une fois. Sur les données personnelles, on protège les gens. Ouais. Et puis avec le Data Act, on arrive d'ailleurs, en fait, on parle d'Internet des objets, mais en fait, c'est les Internet des objets, mais qui est aussi produit par les gens. Une caméra, il y a quelqu'un. Une voiture, il y a quelqu'un qui conduit. C'est pas... Et donc, on prend en tenaille les deux bouts, en fait, de ce que sont les données, depuis l'industrie. Et l'utilisateur reprend la main aussi Absolument. sur ces données qui sont produites par ces objets connectés. Tout à fait. Il reprend la main et, comme je l'évoquais dans les exemples que je donnais tout à l'heure, il peut même décider d'y accéder lui-même
pour les utiliser ou de confier les services associés à l'exploitation de ces données à un tiers. Oui. Alors, justement, parce qu'on va peut-être préciser les choses, parce que là, j'ai une question aussi de Olivier qui nous dit, mais qu'est-ce que ça change pour moi, utilisateur ? L'exemple typique, c'est j'ai une voiture, j'ai un constructeur. Avant le Data Act, un constructeur comme Tesla peut dire les données, il n'y a que à travers Tesla que tu peux avoir un certain nombre de diagnostics, de calculs, etc. Et demain, Tesla ne peut plus empêcher une start-up d'essayer de faire un truc intelligent avec les données de la Tesla. Si c'est fait, alors c'est là où après on retrouve toujours la question entre une loi et son application. Parce que comment je vais faire, moi, utilisateur de cette voiture, récupérer les données, les transférer à un autre prestataire ? Alors ça, le Data Act prévoit que le transfert des données doit être assuré par celui qui les détient, donc souvent par le constructeur de l'objet qui a généré ces données. Il doit être transféré dans des conditions de coûts qui sont encadrés, qui sont simplement le coût du transfert technique. Donc ça sera une obligation en fait du constructeur. Ouais. Et donc la start-up tierce qui veut proposer un service, elle aura grâce au Data Act cet accès à coût très économique aux données pour proposer ces services. On n'a pas évoqué aussi, mais je le mentionne parce que c'est dans le même ordre d'idée, une grande innovation aussi du Data Act, c'est toutes les mesures sur le cloud qui vont là aussi déverrouiller le marché du cloud, qui vont interdire un certain nombre de pratiques qui empêchaient, par exemple, de changer de fournisseur de services de cloud et qui vont également permettre l'interopérabilité entre les différents services. Et ça, alors peut-être moins pour les particuliers, mais pour les entreprises utilisatrices de services de cloud, c'est un gros changement parce que ça va leur permettre d'être beaucoup plus multi-cloud, de mieux avoir la capacité de choisir leurs prestataires. Et là aussi, c'est un acquis important sur ce marché. Alain, ça c'était vraiment très attendu. Oui, ça c'était très attendu. D'ailleurs, ça a même été transposé en droit français, même avant, parce que c'était une vraie demande du domaine. En gros, le principe c'était quoi ? Avant, vous avez une donnée, elle arrive dans un cloud, et, elle coûte 0, et pour la faire sortir, ça coûtait très cher. Vous restez. Voilà, c'est tout bête. Et comme on dit souvent, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc c'était vraiment ça le modèle. Donc la question de ne plus avoir de surcoût de sortie, ça change vraiment les choses. Là où il ne faut pas tomber dans l'angélisme, c'est que effectivement la question c'est l'application de tout ça. Est-ce que par exemple effectivement... Parce que je ne voudrais pas dénoncer Thomas Courbe, mais dans une tribune, vous avez écrit que ce Data Act, en tout cas les mesures qui l'accompagnent autour du cloud, vont contribuer à rééquilibrer la concurrence dans le domaine du cloud. Oui. Je voulais voir avec Alain. Vous pensez que c'est vrai ? Ça peut y contribuer ? Par exemple, le fait même d'ouvrir les... Ça peut changer la donne ? Ça va changer la donne parce que déjà, on est dans un mode inversé de celui qui était celui d'avant. Ouais. On est adulte. La question n'est pas de dire c'est pas parce que le Data Act est arrivé que tout d'un coup les GAFAM vont disparaître ou qu'on va rééquilibrer le marché de demain. Sauf qu'avant, les conditions de marché ne permettaient même pas de remonter la pente. Là, maintenant, il y a un changement d'orientation. Maintenant, il faut aussi que tout le monde, effectivement, autour de la table, se mette là-dedans. Ouais. Que les startups qui se lancent là-dessus. Il faut effectivement aussi que s'il y a un GAFAM qui, par exemple, ne joue pas le jeu, qu'il soit sanctionné, et non pas qu'on attende les 15 années réglementaires de l'Europe pour sanctionner, qui fasse que tout le monde est mort quand on a dit qu'il avait raison. Voilà, c'est qu'il y a aussi la question ensuite de l'application de ces textes. Mais le fait même qu'on ait 4 textes quand même à la suite, on disait trop, pas trop. Mais ça veut dire que l'Europe, elle veut aller dans ce sens-là. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Ça, même tous les pays d'Europe ont fini par se mettre d'accord. Tout à fait. Alors qu'on passe notre temps à nous dire qu'en Europe, on ne peut pas se mettre d'accord. Donc moi, je vois ça vraiment quelque chose de très positif. Et pas seulement parce que je sors de l'été. Bon, alors il y a un point quand même, parce qu'on parle aussi de lutter contre les accès illicites à ces données, notamment contre les intrusions de gouvernement. Comment est-ce qu'on peut mettre... des barrières, comment on peut davantage se protéger ? Est-ce que ce qu'il y a dans le Data Act aujourd'hui, ça doit nous rassurer ? Ça peut nous rassurer ? Oui, c'est une première étape qui va permettre effectivement de renforcer les obligations notamment des fournisseurs de services de cloud d'empêcher ces accès illicites par des gouvernements étrangers. Et ça va être complété, alors vous allez dire par une autre, c'est pas une régulation, mais par un autre standard de cybersécurité qui s'appelle EUCS, qui va permettre d'assurer aux clients qui veulent la sécurité maximale en termes de prévention des accès par des gouvernements étrangers à leurs données, d'avoir le niveau de certification qui leur donne cette assurance. Et donc on aura avec EUCS, avec Data Act, pour ceux qui le souhaitent, notamment pour des entreprises qui ont dans le cloud des données
particulièrement sensibles, ils pourront avoir cette assurance d'un très haut niveau de sécurité contre les intrusions. Ça va aussi faciliter, j'imagine, les transferts de données, le travail aussi des services publics à partir des données que nous produisons, nous, au quotidien. Ça peut transformer l'administration. Oui, alors d'abord dans le Data Act, il y a la possibilité, alors dans des situations exceptionnelles plutôt de crise, pour les autorités publiques d'avoir accès aux données détenues par les entreprises. Par exemple, dans des catastrophes naturelles, il peut être utile d'accéder directement aux données des entreprises. Ça, c'est dans des cas très, évidemment, très circonscrits, oui, très exceptionnels de gestion de crise. Plus globalement, la question du partage des données est un sujet majeur aussi pour les entreprises, bien sûr, mais aussi pour les administrations publiques. Je vois Alain qui hoche la tête. Oui, et en même temps, et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Europe, elle devient plus mature, c'est-à-dire que finalement, cette histoire d'accéder aux informations. Aujourd'hui, c'était quoi la situation? Les Chinois accèdent à toutes les données de tous les Chinois, plus ils essaient de rentrer dans notre modèle, dans notre monde. Les Américains font la même chose. Ils ont une loi totalement extraterritoriale dans laquelle ils accèdent à toutes les données qui sont justement produites par des acteurs. Et l'Europe disait, ah ben nous, on n'a rien. Donc là, c'est un rééquilibrage qui dit, en dehors de l'Europe. C'est-à-dire qu'on devient un espace continent, autant surveillé finalement que l'espace chinois ou américain. Voilà, non, on se protège surtout des surveillances on se tiers, protège de celles des autres. On ne surveille. On autorise la surveillance des États, mais par contre, dans notre modèle démocratique. Mais n'ayons pas peur des choses. Est-ce qu'on a envie que quelqu'un qui, par exemple, parce qu'il est sur le territoire européen, puisse plus y avoir de mandat, regarder ce qu'on fait des choses quand il y a des opérations illicites. Donc, il faut aussi avoir en tête que la police, par exemple, dans tous les pays européens, a des droits supérieurs à nous autres kidam. Donc c'est normal qu'on fasse la même chose sur les datas. Il ne faut pas en avoir peur de ça. Justement, moi je trouve que c'est très adulte d'assumer que oui, on a ce renforcement. Alors que jusqu'à présent, on était surveillés et que nous, on ne pouvait pas surveiller nous-mêmes. Quelque part, c'était vraiment infantilisant. Moi, je vois vraiment ça comme le retour de l'Europe comme un continent, au sens du continent, face au modèle américain, au modèle chinois. Et dans notre modèle, par contre, qui est beaucoup plus démocratique quand même, il faut quand même le reconnaître. Allez, dernière question, elle nous vient de Lily, avec qui j'ai le plaisir de travailler d'ailleurs. Lily nous demande bien quand est-ce que ce texte entrera en vigueur, Thomas ? Alors, le Data Act, il a fait l'objet d'un accord politique en juin. Il va entrer en vigueur dans quelques mois, le temps d'être publié au journal officiel européen. Mais surtout, ce qui est important, Alain Garnier l'a dit, c'est que nous avons en ce moment, on a eu le vote au Sénat du projet de loi d'ISREN, donc sécuriser et réguler l'espace numérique, qui sera discuté à l'Assemblée nationale en septembre. Et nous avons décidé dans ce texte d'anticiper les mesures sur le cloud, parce qu'elles nous semblaient particulièrement urgentes pour les entreprises françaises. Et donc, elles vont entrer en vigueur en même temps que cette loi SREN. Donc, d'ici la fin de l'année, les interdictions, par exemple, de frais de transfert pour les sorties de services de cloud seront en vigueur à ce moment-là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Thomas Courbe, directeur général des entreprises au sein du ministère de l'économie, je fais court, et Alain Garnier, qui est le patron cofondateur de Gemspot. À suivre, c'est notre rendez-vous toujours avec les données. On va voir quelle est l'empreinte environnementale et sociétale de la donnée. On termine cette édition avec notre rendez-vous, le monde de la donnée, rendez-vous que vous connaissez bien si vous suivez Smartech depuis quelques saisons. Aujourd'hui, c'est David Bessot qui nous fait le plaisir d'incarner ce sujet, directeur associé TNP Consultant, membre du Cercle de la Donnée. Bonjour, bienvenue David. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler plus particulièrement de la dette de la donnée, nous expliquer ce que ça veut dire. Je précise que c'est un sujet que vous traitez depuis de longs mois au sein du Cercle de la Donnée. Mais tout à fait, merci beaucoup Delphine pour votre accueil. Et c'est vrai qu'en informatique, quand on parle de dette, on pense souvent à la dette technique. C'est-à-dire que c'est l'héritage technique d'une situation qui va complexifier un logiciel. Oui. Par exemple, vous savez, c'est cette vieille application qu'on ne réussit plus à maintenir, mais qu'on garde quand même, ou cette base de données qui a été mal renseignée, mais qui fait toujours à peu près le service. Et en fait, cette dette technique, elle nous fait perdre beaucoup d'argent. On y passe beaucoup de temps dans les directions informatiques pour essayer de la faire fonctionner. Et le problème, c'est qu'en informatique, toutes les choses ont une dette. C'est-à-dire que quand on met en place un système compliqué, ça nécessite d'avoir des équipes pour le gérer. Quand on met en place un système très performant, ça nécessite de l'énergie pour le faire fonctionner. La gratuité, par exemple, dans le monde numérique, n'existe pas vraiment toujours. On voit même apparaître depuis maintenant quelques mois la dette écologique, puisqu'on parle du Green IT, c'est-à-dire l'impact qu'ont les solutions technologiques
sur l'environnement, sur la nature. Par exemple, un ordinateur, un téléphone, c'est constitué de plastique, de métaux, ça va voyager par bateau, ça va prendre la route et ça va arriver jusqu'à chez vous. Ça consomme de l'électricité, ça consomme des ressources naturelles. Mais là, on parle de matériel, donc on voit bien effectivement l'impact tout de suite environnemental. Qu'en est-il sur la donnée ? C'est la question que nous nous posons au Cercle. C'est-à-dire que par son volume, par son omniprésence, quelle est l'empreinte de la donnée sur le vivant ? Sur l'être humain, sur la nature, sur les ressources naturelles. Quelles sont les modifications progressives que l'on va constater dans notre société ? Quels sont les garde-fous que l'on peut poser pour appréhender sereinement cette transformation ? Cet actif donné, il a des impacts, des externalités. Alors, on va, dans notre travail au sein du Cercle, analyser deux impacts majeurs, l'impact sur l'environnement et l'impact sur la société, sur les organisations, sur l'être humain. Donc, on va aborder la question de l'impact de la donnée sur l'environnement avec ce côté positif, parce qu'on va pouvoir peut-être mieux identifier la biodiversité, mais aussi le côté négatif, parce qu'on va devoir prendre des surfaces au sol, on va utiliser de l'énergie, on va exploiter de la vidéo, on va faire beaucoup de flux, on va devoir prioriser des flux de données, alors qu'avant, on se posait moins la question. On va regarder l'impact de la donnée sur les humains, entre eux. On va regarder comment est-ce que les relations sociales, comment est-ce que l'abondance informationnelle, comment est-ce que les mécanismes individuels face aux algorithmes collectifs fonctionnent. Et finalement, la donnée peut manipuler des comportements, elle peut manipuler une élection, bousculer une démocratie. Et puis enfin, on va aborder la question de l'impact sur la santé physique et mentale de nos concitoyens, notamment des plus jeunes. On va regarder les techniques prédatrices de certaines plateformes qui vont être mises en œuvre pour capter les données. Et on va analyser l'impact de l'économie de l'attention à court, moyen et long terme. Ça, ce sont des impacts quand même majeurs, très, très importants. Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter davantage ? Alors déjà, il faut s'en inquiéter tout court, parce que la particularité, c'est que ça fait 20 ans qu'on se pose assez peu de questions sur la donnée. On sort d'une grande période d'opulence où la donnée était disponible sans aucune règle et sans aucune limite. Vous savez, on se disait souvent, seule la capacité de stockage est notre propre plafond. En fait, maintenant, on n'a plus de problème de stockage, donc on veut produire de la donnée. Et ce dont on est en train de se rendre compte, c'est que plus on produit, plus derrière, il faut la gérer, il faut la conserver, il faut être capable de rendre des comptes à des personnes qui nous ont confié parfois leurs données. Donc notre travail au Cercle, c'est de faire bouger les lignes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir des portes qui sont restées fermées. Et elles étaient fermées parce que nous venons de vivre 30 ans d'émerveillement technologique, où nous étions absolument abasourdis par toutes les nouveautés qui arrivaient. Et donc, au Cercle, on va travailler sur des choses très concrètes. Oui, récolter des données personnelles en grande quantité représente un risque, et les minimiser représente une opportunité. Oui, certaines applications n'ont pas leur place dans la main de nos enfants et il faut pouvoir éduquer, prévenir, anticiper. Oui, la gratuité n'existe plus sur Internet. Les dettes numériques sur le volet social et environnemental doivent être explicites. Oui, il est possible de concilier de la sobriété et de la croissance. Oui, les entreprises doivent rendre des comptes et le consommateur doit être mieux informé. Et donc, c'est sur tous ces sujets que nous travaillons et c'est le sens des propositions que nous allons formuler dans notre étude. Comment agir en conscience pour appréhender sereinement les impacts de la donnée sur le vivant. Merci. Merci à vous, David Bessot. Vous êtes le directeur associé, je rappelle, TNP Consultant et membre du Cercle de la Donnée. Merci beaucoup. C'était Smart Tech. Merci à vous de nous suivre, de reprendre avec nous cette saison 4 de Smart Tech. Les discussions sur la tech continuent évidemment très vite sur la chaîne Bismart. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et en podcast. Excellente journée.